Avenue Bosquet, puis je salue également tous ceux qui nous suivent à distance, parce qu'on me disait qu'il y avait presque 500 inscrits donc pour cette, ouais, c'est ça, presque 500 inscrits pour cette matinée. C'est évidemment une préoccupation, c'est évidemment l'urgence, et personne évidemment ne la remet en cause. Bien sûr, c'est la défense du climat, de l'environnement, de la biodiversité, bien entendu. Et les entreprises ont évidemment leur carte à jouer. Cette priorité, d'ailleurs, vous l'aviez rappelé, je crois que c'était l'avant-dernière REF, Monsieur le Président, donc aux côtés du ministre Bruno Le Maire. Penser développement durable. Voilà, l'économie circulaire, évidemment, c'est un outil incontournable, justement, pour réussir cette transition écologique, pour réduire l'usage des matériaux, bien sûr, spécialement, donc 3 ans après la promulgation de cette loi AGEC, donc on a appelé loi anti-gaspillage. Alors, plusieurs questions ce matin. Comment l'économie circulaire peut-elle répondre aux défis des industriels quand on parle de sobriété, de souveraineté, de compétitivité? Ça sera la première question. Et puis l'autre question, est-ce que cette économie circulaire modifie les modes de consommation en termes de réparation, de réemploi, d'économie d'usage? Alors, ce sera l'occasion évidemment de faire un bilan donc, de cette loi AGEC 3 ans après, même si beaucoup d'entreprises n'ont pas attendu évidemment cette promulgation, bien entendu. D'ailleurs, question que je vous poserai tout à l'heure, Monsieur le Président, est-ce qu'on ne demande pas trop à ces entreprises? Oui, par rapport à d'autres acteurs, je pense aux consommateurs. Est-ce qu'on ne leur demande pas trop aussi à ces entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes mondiales? Bien sûr, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une phase transitoire, phase nationale, bien sûr, phase européenne. Et justement, vous entendrez bien les meilleurs acteurs, vous entendrez celle qui, au sein du gouvernement, pilote justement ce dossier. Vous entendrez également le nouveau président de l'ADEME aussi qui sera avec nous. Et puisque je vous disais, donc, les prochaines échéances se passeront à Bruxelles. Nous serons à Bruxelles en fin de matinée depuis la Commission européenne, plus évidemment des retours d'expérience, plus évidemment des entreprises qui vont témoigner, des grandes comme des petites. Place aux startups également dans cette matinée exceptionnelle qu'a voulu le MEDEF et qu'a voulu Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, le président, qui va nous rejoindre sur scène. S'il vous plaît, Monsieur Roux de Bézieux. Soyez le bienvenu, Geoffroy Roux de Bézieux, donc, pour introduire donc, cette matinée. Ah oui, vous organisez donc cette matinée consacrée donc, à l'économie circulaire. Il y a encore quelques années, c'était peut-être pas forcément la priorité, je ne sais pas, enfin vous allez nous le rappeler, mais j'ai envie de dire ça c'était avant. Aujourd'hui, dans quelle position se placent les entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont moteurs de la transition écologique? Est-ce qu'ils sont encore à convaincre? C'est quoi votre sentiment? Bonjour à tous, d'abord, merci Madame la Ministre d'être là. Non, je pense que la grande majorité des chefs d'entreprise a basculé du bon côté, les enfants diraient du bon côté de la force, à la fois parce qu'ils sont citoyens, parce qu'ils ont vu été après été, ou hiver après hiver d'ailleurs, les effets du changement climatique, parce que leurs salariés les plus jeunes ne leur laissent plus tellement le choix, et parce que parfois leurs actionnaires, en tout cas pour ceux qui sont cotés ou qui ont des fonds d'investissement à bord, ne leur laissent pas le choix. Presque envie de dire de gré ou de force. Après, il y a toujours, comme dans n'importe quel échantillon de la population, des pionniers et puis des premiers et des derniers, si vous voulez. La question qu'on se pose, d'ailleurs, je signale au passage, on a adopté plutôt une raison d'être au MEDEF que vous avez derrière, je ne sais pas si ça se voit. Agir ensemble pour une croissance responsable. Voilà, donc on est bien dans la croissance responsable. Alors, dans croissance responsable, il y a bien le mot croissance. Je vais surprendre personne en disant qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise décroissants. Comme disait Audiard, ce n'est pas la majorité de l'espèce à propos des poissons volants. C'est un peu la même idée. Mais cette croissance, elle doit être différente de celle du XXe siècle. Et l'économie circulaire en fait partie. D'ailleurs, dans économie circulaire, il y a économie. Alors, l'économie circulaire, oui, il faut d'abord, je pense, le voir comme une opportunité. Alors, petite anecdote personnelle, les plus anciens d'entre vous se souviendront ou pas d'ailleurs, que moi, ma première entreprise, c'était Phonehouse, donc distributeur de téléphones portables, et on avait inventé, on était très contents à l'époque, la reprise de portables. Mais à l'époque, la reprise de portables, on ne savait pas les recycler. Tout au début, on ne savait pas quoi en faire, en fait.
Et on n'arrivait pas à les réparer. Donc on était au bout de 6 mois avec un stock de téléphones et on savait vraiment pas quoi en faire. Bon, donc c'est plus anecdotique, mais ça montre que, donc ça c'était, j'ose pas vous dire il y a combien de temps, mais enfin il y a longtemps. Donc c'était au XXe siècle d'ailleurs, en réalité. Donc on a quand même tous évolué. Et donc ce sont d'abord des opportunités de business. Tout le monde connaît le site Vinted, qui est un exemple, j'allais dire pur et parfait, malheureusement pas français. Non. Européen. On va dire que c'est européen, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi par rapport au site américain, d'une création de licorne à partir de l'économie circulaire, hein, sur un système de vente, je ne sais pas si le mot j'imagine qu'il y a des consommateurs de Vinted dans la salle qui permet de réutiliser, de donner une seconde vie à des vêtements dans un secteur de consommation qui était parfois effréné. Un mot peut-être d'ailleurs, parce que cette économie circulaire, on ne peut la développer qu'avec les consommateurs. Certes, je ne nie pas que parfois certains producteurs ont pu, j'allais dire, pousser à la dépense en exagérant l'obsolescence. Pense tous à un grand fabricant de téléphones américain avec une pomme qui nous a tous énervés en changeant ses chargeurs à chaque nouvelle version ou en rendant obsolètes les mises à jour. Mais c'était, j'allais dire, je n'ose pas dire avec la complicité, mais enfin, c'était un modèle qui a existé et dans la mode, c'était un peu la quintessence de tout ça. Donc, cette évolution, on ne peut pas décréter les comportements du consommateur. Il y a aussi, c'est vrai que souvent on met le doigt sur le producteur qui a une responsabilité indiscutablement, et ça ne peut pas se faire sans le consommateur. Oui, on ne peut pas imposer le comportement consommateur. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut aussi imposer le comportement aux entreprises? Vous nous dites, les entreprises, elles ont pris le défi, évidemment, de cette nécessité. Elles ont besoin de faire du business, vous le rappeliez, ce qui est normal, hein, voilà, croissance, bien sûr, ce mot est derrière vous, Monsieur Roux de Bézieux, mais c'est un accélérateur, cette économie circulaire, ou ça peut être un frein? Ça dépend évidemment des business models, des entreprises et de de la direction de créatrice. Mais ça doit être un accélérateur, ça ne peut pas être un frein. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Peut-être en complément, quel est le rôle de l'État? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la campagne présidentielle, je m'étais frotté dans un grand débat avec Mélenchon et je l'avais un peu pris à revers en lui disant mais je suis aussi favorable, parce qu'ils sont vraiment, c'est la planification écologique. Alors évidemment, le président du MEDEF qui dit qu'il est favorable à la planification, tout de suite on se dit qu'est-ce qui lui arrive, il a bu ou il est sous des substances hallucinogènes. Pourquoi le mot planification dans le domaine de l'écologie ne me fait pas peur? Parce qu'on est sur des enjeux où les horizons de temps sont à 10, 15, 20 ans. Et donc les investissements ne peuvent pas se faire sans une législation et un signal prix de très longue durée. Mais donc on n'est pas opposé par principe à ce que l'État donne ce signal. L'exemple même, hein, c'est la taxe carbone. Donner un prix au CO2 à condition qu'il soit progressif et qu'on ne change pas de signal prix, c'est la manière pour les industriels d'investir dans des changements de process. Donc c'est pareil pour l'économie circulaire. La grosse difficulté, c'est d'avoir de la constance. C'est d'ailleurs peut-être un message général aux politiques, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est la constance. C'est vrai en fiscalité, c'est vrai en droit du travail, parce qu'un entrepreneur a besoin de se projeter. Alors, on ne demande pas une constance, une permanence absolue et ne rien changer, mais il faut quand même qu'on puisse se dire, si on investit dans le recyclage, si on se dit que voilà, on change de type de packaging pour pouvoir s'adapter à telle ou telle norme, il faut qu'il n'y ait pas un matin, comme ce matin, un décret européen qui nous interdise de faire ce qu'on a fait laborieusement sur le Triman, je crois, le logo, c'est ça le logo, je ne suis pas complètement le spécialiste du sujet. Et donc, on a besoin de constance de l'État, du gouvernement, et aussi de constance et de cohérence entre l'Europe et la France. Au fond, un entrepreneur, ça s'adapte à tout. Je crois qu'on l'a d'ailleurs démontré depuis 3 ans. Depuis 3 ans, puisqu'on a quand même eu 3 années un peu particulières.
Ce qu'il faut, c'est que l'arbitre ne change pas les règles du jeu en permanence, que là, ça devient compliqué. Et donc là, on a deux lois, enfin une évidemment, on parle beaucoup de la loi GEC, mais dans climat et résilience, il y a aussi des sujets d'économie circulaire. Il faut qu'on arrive maintenant à stabiliser les choses. Et au fond, la question, c'est l'exécution. Parce que quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit que, on en parlait avec la ministre, la loi sur le vrac, dans l'agroalimentaire ou la cosmétique, 25% de vrac, 25% des surfaces de vente, je crois, consacrent au vrac, c'est ça. Eh ben, ça se heurte à une autre partie du gouvernement qui nous demande des mesures de sécurité du consommateur. C'est pour ça que le vrac a été mis entre parenthèses pendant le Covid, justement. Oui, et donc, comment on fait pour voilà, combiner d'une certaine manière le ministère A avec le ministère B, enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, la sécurité des consommateurs et cette transition au vrac, voilà, qui sont parfois contradictoires. Dans la cosmétique, je donne un exemple que je connais un peu de l'huile d'olive. Vous pouvez vendre de l'huile d'olive en vrac, mais elle n'est plus considérée comme une d'olive extra vierge parce qu'elle n'a pas été pressée et mise en bouteille sur site. Donc il y a un moment où voilà, il y a le cerveau droit et le cerveau gauche du producteur, les fils se touchent. Rentrent en collision. Oui, alors à propos d'acteurs qui peuvent se toucher, voilà, rentrer en collision, justement. Vous parliez des consommateurs, Monsieur le Président. Est-ce qu'on associe évidemment à ce process, mais est-ce qu'on ne leur demande pas moins qu'aux entreprises finalement? Est-ce qu'on ne demande pas davantage aux entreprises qu'aux consommateurs? En fait, je vais répondre un peu différemment. Je pense que globalement, il y a une espèce d'éléphant au milieu de la pièce dans la transition, c'est qui va payer. Parce que dans beaucoup de cas, alors c'est un peu moins vrai dans l'économie circulaire, il faut le dire, mais dans beaucoup de cas, produire plus vert, c'est produire plus cher. C'est vrai dans l'industrie, quand vous faites du ciment décarboné, enfin en tout cas en partie décarboné, le ciment décarboné est plus cher. La voiture électrique, elle est plus chère que la voiture thermique. Dans un premier temps, parce que c'est nouveau tout ça, bien sûr. Dans un premier temps. On peut espérer qu'à un horizon de temps, effectivement, on arrive, mais enfin en tout cas... Et donc, le consommateur, assez logiquement, il veut aller vers la transition, mais il ne veut pas payer plus cher. Donc, on a encore deux intérêts qui s'opposent. Voilà, qui s'opposent. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'inflation, c'est un sujet plus large. Il y a un débat. Le gouverneur de la Banque de France est venu, MEDEF lundi, il nous a dit que l'inflation redescendra à 2% à la fin de l'année. Bon, je pense que peut-être que temporairement ça arrivera, mais on est rentré dans une ère d'inflation parce que l'inflation, par les coûts de production, enfin le verdissement de la production va entraîner des coûts et va nourrir de l'inflation. Donc on a ce sujet-là. Alors le cas de l'économie circulaire est un peu différent parce que paradoxalement, on peut produire plus vert sans produire plus cher. Dans un cas, c'est pas. Alors ça dépend comment c'est. Il y a plein de cas. Mais le recyclage peut permettre d'arriver à faire moins de CO2 en n'augmentant pas les prix. Dans tous les cas, il faut que le consommateur soit associé. C'est pour ça que moi, je ne suis pas opposé, alors on n'a pas encore pris position au niveau du MEDEF, à tout ce qui est affichage environnemental pour informer le consommateur sur le CO2 et peut-être d'autres choses par filière, mais à condition là aussi qu'on ait une cohérence. On ne peut pas se transformer en arbre Noël de logo. Bien sûr. Et là, on l'a déjà sur le Nutri-Score. C'est une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut informer le consommateur, et puis c'est parfois plusieurs ministères, puisqu'il y a la souveraineté alimentaire qui va nous mettre le Nutri-Score, et puis un score de CO2 ou d'environnement, tout en supprimant le packaging. Et donc, voilà, tout ça c'est compliqué. Encore une fois, on est face à un défi immense, un défi qu'on n'a jamais eu collectivement. Donc on peut s'y opposer, on peut vociférer, on peut aller se rouler par terre devant Total, s'attacher sur les routes du Tour de France, tout ça, ça rapporte, ça sauve pas la planète. Et puis on peut essayer de faire ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on essaie de faire les uns et les autres, y compris, je le signale d'ailleurs, avec les syndicats où il y a une négociation, parce que on parle beaucoup des retraites, mais le dialogue social continue avec les organisations syndicales. On a signé un accord partage de la valeur, enfin on va le signer cette semaine. On a une négociation qui va se terminer en quelques semaines sur la transition écologique en entreprise, puisque la loi climat et résilience met à l'ordre du jour des CSE une discussion annuelle sur la transition à l'intérieur de l'entreprise.
Et donc, on finit une espèce de guide pour les entreprises avec syndicats et patronat. Donc, on peut travailler différemment sur ce sujet qui est éminemment complexe. Il n'y a pas les bons et les méchants. Hein. Il y a des problèmes complexes, comme je l'ai expliqué, avec souvent des injonctions contradictoires, sur lesquelles on doit essayer de trouver des solutions ensemble. Juste trouver des solutions ensemble. Un dernier mot, puisqu'on sera en ligne de tout à l'heure depuis la Commission européenne. Qu'est-ce que vous attendez justement? Vous faisiez allusion à quelques instants, Monsieur le Président, à toutes ces législations voilà, qui sont différentes. Est-ce qu'on peut envisager une norme unique ou pas? Il faut. Alors, on a eu cette discussion avec Madame la Ministre tout à l'heure. Souvent, la France parle premier. C'est un peu le syndrome de 1789. On a envie d'être la lumière du monde. Donc, on fait une loi. Donc, les industriels français s'adaptent. Et puis, 5 ans après, arrive une loi européenne qui, forcément, surtout quand ça vient de la France, ne reprend pas exactement la même chose. Je prends cet exemple qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais le devoir de vigilance qui a été mis en place en France en premier. On va avoir un devoir de vigilance européen, mais ils ont choisi d'autres critères, d'autres normes. Et donc, tout le travail qui a été fait par les industriels français ne paie pas. C'est d'ailleurs dommage, parce qu'on pourrait se dire, au fond, si on était les pionniers, ça nous ferait un avantage compétitif et voilà, et on aimerait. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Bon, enfin, en tout cas, on verra dans une quinzaine de minutes comment ces industriels, justement, créent des chaînes de valeur, une chaîne de valeur au travers de cette économie circulaire. C'est dans 15 minutes.